Boycotter Israël, c'est boycotter un régime raciste, c'est boycotter l'apartheid. Si cette accusation vous est familière, c'est parce qu'elle est devenue monnaie courante dans la plupart des sphères militantes et médiatiques. Allumez votre télé, appuyez sur la 7 et vous tomberez sur Arte, la chaîne publique franco-allemande sur laquelle vous pourrez par exemple entendre ça. Israël, un pays qui compte plus de 20% de citoyens arabes. Ils ont la nationalité israélienne, ils payent leurs impôts, mais dans les faits, ils sont des citoyens de seconde classe, victimes d'un système d'apartheid, comme l'a démontré un récent rapport d'Amnesty International. Alors pour savoir si cette présentatrice dit vrai, il faut d'abord comprendre ce que fut réellement l'apartheid. Derrière ce mot, il y a un régime spécifique à l'histoire de l'Afrique du Sud. Entre 1948 et 1991, le régime sud-africain fonctionne selon un système fondé sur la ségrégation raciale. Ce système imposait une domination des citoyens blancs sur les citoyens noirs et les autres ethnies considérées comme non blanches. Sous l'apartheid, les noirs n'avaient pas les mêmes droits que les blancs. Par exemple, les mariages interraciaux étaient punis par la loi, les enfants métis séparés de leurs parents. Le droit de vote, la propriété immobilière ou encore les soins les plus basiques étaient quant à eux soit interdits, soit rendus inaccessibles. C'était ça l'apartheid, un régime criminel fondé sur un racisme institutionnel. Aujourd'hui, c'est souvent pour parler d'Israël que l'on invoque l'apartheid. C'est même la première résolution que l'extrême gauche française a tenté de faire passer en juillet 2022 alors qu'elle venait tout juste d'être élue. Dans leur appel au boycott, les députés de la NUPS avaient affirmé noir sur blanc que les Palestiniens vivant en Israël et dans les territoires qu'ils qualifient d'occupés sont victimes d'un apartheid israélien institutionnalisé. Mais de quel apartheid l'extrême gauche parle-t-elle au juste? De la seule démocratie du Moyen-Orient? Du seul État de la région où critiquer le gouvernement ne vous offre pas un aller simple en prison? Comme le procès en colonisation, l'accusation d'un Israël pratiquant l'apartheid est puissante, car elle manipule les phases les plus noires de l'histoire pour mieux diaboliser dans l'opinion le seul État juif du monde. Aussi vendeuse que soit cette accusation, elle ne tient pas bien longtemps l'examen de vérité. Tout d'abord, on ne peut pas aller plus loin sans lever une ambiguïté délibérément entretenue sur ceux que les accusateurs appellent les Palestiniens. Quand ils parlent de Palestiniens, ils mélangent volontairement deux populations différentes. D'un côté, les citoyens arabes d'Israël, qui ne sont pas des Palestiniens et dont plus de 92% refusent d'être qualifiés comme tels. De l'autre, les Arabes qui vivent dans les territoires disputés de Judée et de Samarie. Eux ne sont bel et bien pas israéliens et s'identifient pour la plupart comme des Palestiniens. Commençons par la première catégorie, les Arabes israéliens. À eux seuls, ils sont 20% de la population nationale d'Israël, soit près de 2 millions de personnes. S'il fallait le rappeler, en tant que citoyens israéliens, ils jouissent exactement des mêmes droits que leurs compatriotes juifs. Dès sa création, en 1948, l'État d'Israël accorde aux Arabes et aux autres minorités la pleine citoyenneté. Dans sa déclaration d'indépendance, Israël décrète à ce titre l'égalité juridique absolue de tous ses citoyens, indépendamment de leur race, religion, sexe ou culture. Malgré 7 décennies marquées par les conflits communautaires et les guerres, des crises qui font historiquement glisser les États dans la dictature, Israël a toujours su rester fidèle à cette éthique de démocratie et de liberté, si bien qu'aujourd'hui, les citoyens arabes font partie intégrante de la société israélienne. Ils sont médecins, policiers, avocats, étudiants, chercheurs dans les grandes universités et même commandants de l'armée israélienne. Au Parlement, ils représentent 4 partis arabes distincts, dont un qui a même servi de pivot au gouvernement précédent. Certains parviennent même à se hisser aux plus hautes fonctions de l'État. Je pense notamment à Salim Djoubran, Georges Kara ou encore Khaled Kaboub, des Arabes israéliens, musulmans comme chrétiens, qui ont été nommés, tenez-vous bien, à la Cour suprême d'Israël. Autre exemple, prenez le secteur de la santé. Déjà, il faut savoir que les citoyens arabes d'Israël naissent avec une plus grande espérance de vie que tous leurs cousins du monde arabe, pays riches du Golfe compris. Mais les Arabes ne sont pas seulement les bénéficiaires, mais aussi et surtout les acteurs de la santé israélienne. À eux seuls, ils représentent 17% des médecins, 40% des pharmaciens ou encore 42% des étudiants en soins infirmiers, soit des chiffres qui en moyenne dépassent largement leur représentation totale au sein de la population israélienne. Autrement dit, Israël ne porte pas le drapeau de l'apartheid, mais au contraire celui de la liberté et de la démocratie. Et de ce point de vue, force est d'admettre qu'il est bien seul dans la région. À l'exception d'Israël, tous les pays du Moyen-Orient sont gouvernés par des régimes autoritaires, qui pour certains vont même jusqu'à pratiquer, comme c'est le cas du Qatar, des formes d'esclavage moderne. Une réalité qui ne presse curieusement pas la mobilisation de l'extrême gauche. Quitte à parler d'apartheid, comment expliquer aussi le silence de ses ennemis autoproclamés du racisme sur le traitement que le monde arabe réserve à ses minorités juives? Ah oui, j'oubliais. On ne peut plus vraiment en dire grand-chose étant donné qu'après la création d'Israël, le monde arabe s'est littéralement vidé de ses juifs à coups de répression, d'expulsion et de massacres. En fait, la question que je pose est simple. Au Moyen-Orient,
Quels sont les Arabes à pouvoir librement critiquer leur gouvernement, pratiquer leur religion, s'habiller comme ils le souhaitent et même afficher leur orientation sexuelle sans jamais craindre la prison ou pire? Ce sont les Arabes israéliens. Aucun de leurs voisins, qu'ils soient syriens, qataris, irakiens ou bien sûr palestiniens, ne peut en dire autant. Aucun. Ceux qui ont en horreur Israël n'accepteront jamais de voir la réalité telle qu'elle est. Mais qu'ils le veuillent ou non, les Arabes israéliens sont de facto les plus libres du Moyen-Orient. Ça, c'est pour les Arabes qui ont la citoyenneté israélienne. Pour les Palestiniens, la situation est bien sûr plus complexe. En Judée et en Samarie, en Cisjordanie, deux camps cohabitent difficilement sur une même région. Les Israéliens, principalement mobilisés autour des implantations juives, et les Arabes palestiniens qui vivent pour la plupart sous le contrôle du régime autoritaire du Fatah, dirigé depuis 17 ans par Mahmoud Abbas. Ces derniers n'ont pas la nationalité israélienne et ne profitent donc pas des droits réservés aux Israéliens. Dans ce contexte géopolitique, Israéliens et Arabes palestiniens vivent donc bien sous deux régimes différents. Sauf que, contrairement à l'apartheid, cette différence n'est pas raciale, mais nationale. La preuve, c'est que les Arabes qui ont la nationalité israélienne ont, dans les zones contrôlées par Israël, plus de droits que les Arabes palestiniens. Contrairement aux rumeurs, il n'y a par exemple jamais eu de route interdite aux non-juifs. En revanche, il y a bel et bien des routes de sécurité réservées aux Israéliens, indépendamment de leur ethnie ou de leur religion, comme il y a des routes et des zones réservées aux Arabes palestiniens. Cette différence fait en fait toute la différence, car finalement, tous les pays du monde distinguent juridiquement leurs citoyens des étrangers. Pourtant, aujourd'hui, seul Israël s'en voit taxer d'apartheid. En Israël, la situation géopolitique est indéniablement compliquée. Les Israéliens font face à de nombreux défis, et comme toute société, l'État hébreu a ses marges d'amélioration. Mais attendre d'Israël une perfection que l'on ne demande d'aucun autre pays ne relève pas de la critique objective, mais de la stigmatisation obsessionnelle. Accuser d'apartheid l'unique bastion démocratique d'une région minée par la dictature, c'est encore plus déloyal, mensonger et ridicule que d'épingler la République française du 19e siècle pour ses faiblesses démocratiques dans une Europe encore monarchiste. Pire, c'est exploiter les imperfections du seul État juif au monde pour créer une équivalence insultante à l'égard de toutes les victimes sud-africaines qui, elles, ont vraiment vécu ce régime cruel. Pour reprendre les mots du député sud-africain Kenneth Meshaw, quand on compare Israël à l'apartheid, on ment sur la réalité d'Israël et on ment sur la réalité de l'apartheid. Si cette explication t'a intéressé, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à Chauffard et à IN+, pour de prochaines vidéos.